Bonjour Bertrand Alessandrini, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de cette fondation OpenSea, toute jeune fondation. La création a été officialisée il y a un mois. C'est quoi OpenSea ? OpenSea, alors d'abord, c'est une fondation effectivement qui vient d'être créée et c'est un centre d'essai, de test pour les dispositifs d'énergie marine renouvelable, et au premier rang desquels les éoliennes offshore, les éoliennes flottantes. Et nous, ce qu'on met à disposition, c'est des portions de mer connectées au réseau électrique, instrumentées, de façon à venir tester les premiers prototypes, les prototypes les plus innovants, un petit peu, si on veut faire une comparaison avec l'aéronautique, comme on ferait les premiers vols d'un nouvel Airbus, par exemple. Et nous, on fait les premiers vols des éoliennes flottantes, on fait les premiers vols des dispositifs qui vont faire de l'hydrogène en mer, on fait les premiers vols des dispositifs qui vont récupérer l'électricité avec l'énergie de la houle. Voilà en gros notre activité. Où et comment seront réalisés ces essais quand vous dites des portions de mer ? Ces portions de mer, ce sont des concessions de l'État qui font quelques kilomètres carrés. On en a 5 au démarrage, mais on pourra en avoir plus, qui sont répartis sur les façades maritimes de l'Hexagone, en Atlantique et en Méditerranée, en Bretagne, au large des Pays de la Loire, également au large de Marseille. Donc on a des zones qui sont dédiées à ces expérimentations. Qui étaient déjà équipées ou il a fallu les équiper pour créer Non, il y en a certaines qui sont équipées, qui ont été équipées par d'autres acteurs. Par exemple EDF, par exemple l'École centrale de Nantes, qu'on vient regrouper dans cette fondation, qui va récupérer l'ensemble de ces actifs. Et puis on va créer ab initio, d'autres sites. Par exemple, le site au large de Marseille, qui s'appelle Mistral, qui a un nom, mais qui n'a aujourd'hui qu'un nom et une autorisation de l'État. On va l'équiper de dispositifs pour venir faire ces tests. Alors, les équipements, quand même, pour fixer les idées, ça représente une vingtaine de millions d'euros d'investissement. Oui, quand même. C'est pas rien. C'est quand même un investissement important. Vous en avez cité quelques-unes, mais quel progrès vous cherchez à faire ? Vous parlez, je crois, de dérisquer des projets ou des innovations. Ça veut dire quoi, ça ? Alors, il y a beaucoup de choses. Par exemple, on parle beaucoup des impacts de ces dispositifs, en particulier les impacts environnementaux, les impacts visuels, les impacts sur la faune, sur la flore, etc. Donc nous, on va d'abord mesurer ces impacts. On va les publier, c'est-à-dire que ça sera à la disposition des chercheurs, à la disposition du grand public, et on va chercher à les minimiser. Donc ça, c'est par exemple un premier enjeu. Évidemment, un second enjeu, c'est que ces dispositifs, il va falloir les optimiser. Les éoliennes, pour ne parler que des éoliennes que l'on installera en 2035, en 2040, en 2050, au large des côtes françaises, ce ne sont pas celles qui existent aujourd'hui. Elles seront plus efficaces ? Elles seront plus efficaces, le coût de l'électricité sera plus faible, et donc on a besoin d'améliorer, entre guillemets, la compétitivité de ces produits, de la même façon qu'une automobile d'aujourd'hui, ce n'était pas une automobile d'il y a 10 ans. Bien sûr. Exactement la même chose pour cette filière. Est-ce qu'il y a des innovations dont on ne parle pas dans le grand public et qui sont déjà dans vos tiroirs, là, dans les tuyaux ? Alors des innovations, il y en a vraiment tous les jours, parce qu'on est vraiment sur une filière mondiale qui démarre. Il y a des investissements au niveau mondial qui sont gigantesques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces dispositifs, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, parce que c'est sous-marin. Et donc par exemple, il y a beaucoup d'innovations sur les ancrages, on ne les voit pas, on a l'impression que l'éolienne, elle est là, elle est au milieu de l'eau, mais en fait, comment on les ancre ? Comment sont conçues les fondations pour celles qui sont posées ? Il y en a qui sont flottantes, donc comment on les ancre ? Sur ce qu'on appelle les ombilicaux électriques, c'est-à-dire le câble électrique qui va relier l'éolienne au réseau terrestre. Comment tout ça, ça va résister aux conditions océaniques, aux vagues, aux courants, parce que tout ça, ça va bouger. Aujourd'hui, on ne sait pas concevoir d'une façon encore suffisamment fiable, par exemple, des câbles électriques. Donc beaucoup d'innovations qu'on ne voit pas. De l'innovation sur les turbines elles-mêmes, vraiment augmenter la puissance de ces turbines. On est parti de quelques mégawatts, 2-3 mégawatts pour les éoliennes il y a quelques années. On va dépasser les 20 mégawatts dans 10 ans. Donc derrière, il y a des innovations extrêmement fortes. Vous portez, je crois, ce projet depuis 3 ans, c'est ça, au moins. Pourquoi il est enthousiasmant ? Faites-nous partager finalement votre engagement dans ce projet. En fait, sur ce sujet-là, c'est-à-dire celui de l'expérimentation en mer et celui des sites d'essai, on travaille, j'allais dire, collectivement avec un certain nombre de collègues depuis une quinzaine d'années. Et on a vu arriver cet avènement de l'éolien offshore, on a vu arriver cet avènement des énergies marines renouvelables, et on a travaillé dans un premier temps séparément.
tout en se connaissant, tout en partageant notre expérience. Et donc, moi, je suis issu de l'école centrale de Nantes, je travaillais au large du Croisic, on avait des collègues qui travaillaient au large de Paimpol-Bréhat, des collègues qui travaillaient au large de Marseille, comme je l'ai dit. Et effectivement, il y a 3 ans, en septembre 2020 exactement, peut-être que le Covid a joué dans cette initiative. On s'est dit, bon là, c'est le bon moment, il faut qu'on monte en puissance. On a de quoi créer un centre d'essai visible dans le monde, en fait. Mais il faut qu'on rassemble nos forces, il faut qu'on rassemble nos sites, donc il faut qu'on se mette en cohérence. Pardon, je vous c'est plus qu'un partenariat, puisqu'on regroupe dans une forme juridique. Public-privé, d'ailleurs. Il y a des acteurs des deux. Il y a des régions, il y a des grands acteurs économiques, évidemment. Le financement de tout ça, il est important. Ça représente à peu près 500 millions d'euros de projets dans les 10 prochaines années, un demi-milliard, c'est pas rien. Il y a des fonds publics et il y a des fonds privés. Les fonds publics, ils proviennent de l'Europe, ils proviennent de l'État, France 2030, ils proviennent évidemment des régions qui sont concernées sur les territoires sur lesquels il y a les sites d'essai. Et puis, ils proviennent évidemment des industriels, en particulier ceux qui soutiennent ce projet de fondation. Et également ceux qui vont tester leur prototype. Ce sont des grands groupes énergétiques. Alors, il y a les grands énergéticiens, on retrouve Total Énergie, on retrouve EDF, on retrouve RTE, et puis on retrouve des ETI aussi comme Valeco ou Valorem, qui ont démarré dans l'éolien terrestre par exemple, et qui aujourd'hui ont également rejoint ce projet. On retrouve aussi un organisme de recherche comme l'IFREMER. Un institut de recherche comme France Énergie Marine, puis des universités, et puis tout ça, ça va vivre. On démarre aujourd'hui, ça va s'accroître. On va accroître le nombre de partenaires, le nombre de fondateurs. J'ai vu qu'il y avait aussi une ou des associations de défense de l'environnement représentées au conseil d'administration. Oui. Alors, on a une fondation... moi, je me suis dit c'est super, et en même temps, comment ça va cohabiter avec les grands énergéticiens ? C'est l'idée initiale, en fait. L'idée initiale, c'était bien de créer une infrastructure dite de recherche qui va partager ses résultats avec le public, avec les chercheurs, et donc de ne surtout pas être piloté... Justement, on a parlé des grands énergéticiens, de ne surtout pas être piloté par Total, par EDF ou par même un consortium d'industriels. Donc, dans le conseil d'administration, en fait, ces fondateurs ont accepté d'être minoritaires. On a un conseil d'administration 23 membres. Ils représentent 7 voix sur les 23. Et à côté d'eux, on va retrouver des chercheurs, on va retrouver des territoires et des régions, on va retrouver des associations de défense de l'environnement, on va retrouver les pêcheurs. On va retrouver tout ce monde-là. Ça promet quelques débats, on va dire, engagés. Voilà, les discussions... alors, on a eu qu'un premier conseil d'administration qui s'est bien passé, mais sur peut-être certains sujets, effectivement, il y aura des débats animés, et c'est bien comme ça qu'on a voulu construire ce projet. La France, elle a, vous les avez cités, plusieurs façades maritimes, et pourtant, alors je vais rester sur l'éolien offshore, on est quand même encore, même si ça accélère, très en retard sur l'éolien offshore. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique difficilement. Je pense qu'on a cru tardivement en fait à cette filière. Ça, c'est la première chose. Par contre, on est vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au démarrage d'une filière mondiale. Donc dire qu'on est en retard au démarrage, c'est pas si simple. Moi, je suis pas sûr, avec ma vision à moi, avec mon filtre, je suis pas sûr qu'on soit si en retard que ça. Encore une fois, quand on voit un objet éolien, on le voit de loin, on n'appréhende pas sa taille, on n'appréhende pas la profondeur d'eau dans laquelle il s'inscrit, on n'appréhende pas toute la technologie qu'il peut y avoir derrière. Oui, mais les Britanniques, les Néerlandais, ils ont déjà des parcs éoliens offshore importants quand même. Oui, ils ont des parcs qu'ils ont installés. D'abord avec des éoliennes de relativement petite puissance et qu'ils ont installées dans des profondeurs faibles. Aujourd'hui, il y a des vrais enjeux à aller plus loin. Par exemple, en Chine, ils travaillent sur des parcs qui vont être à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres de la côte. Ce n'est pas du tout les mêmes technologies, même si on a l'impression de voir le même objet. Et en France, avec les acteurs que vous avez cités, mais aussi parce qu'on est un territoire maritime, on a une industrie qui a l'habitude, l'industrie offshore en particulier, offshore pétrolier, qui a l'habitude de se projeter en mer, et parce que dans les ingénieries, dans les cartons des ingénieries, il y a des projets très innovants. Je pense qu'on a... Alors, il va falloir transformer les choses, évidemment, et on fait partie des acteurs qui vont participer à cette transformation, mais on a tous les ingrédients pour être un leader en Europe sur cette question des énergies marines renouvelables, et plus particulièrement de l'éolien flottant. Merci beaucoup, Bertrand Alessandrini. C'était passionnant. Bon vent à vous. Open Sea. On passe à notre débat innovation et agriculture durable au programme.